Oui, bonsoir Alain. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à nos travaux une année de plus. Donc, je vais tout de suite te passer la parole. L'enregistrement est lancé, tu peux commencer à intervenir. Moi, je vais régler. Je m'assure d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Alors, donc j'ai intitulé mon propos La transition écologique, nouvelles frontières du capital, en l'assortissant d'un point d'interrogation. Alors, je situe d'abord mon propos, c'est l'extrait en fait d'un travail en cours qui constitue une tentative d'approche marxiste de la thématique et de la problématique écologique dans son ensemble. Et évidemment, dans l'argument central sera que l'actuelle catastrophe écologique est essentiellement le résultat du devenir monde du capital, c'est-à-dire de la subsumption de la planète entière et de l'humanité entière, tout aussi bien au rapport capitaliste de production. Ce qui, évidemment, m'a amené à démontrer, à utiliser plus exactement comme parmi les multiples arguments à faire valoir à l'appui de cette thèse, l'idée qui peut largement s'appuyer sur Marx, que le capital est prisonnier d'une absolue nécessité de se reproduire à une échelle élargie, ce qui implique évidemment qu'il traite la nature finalement comme un réservoir supposé inépuisable de matières premières et de sources d'énergie, comme un dépotoir supposé non moins insondable dans lequel il pourrait déverser ad libitum les multiples déchets et rejets du processus social de production dans son ensemble. Dans la littérature écologique et plus générale que j'ai rencontrée, cet argument se heurte cependant à trois objections, et c'est ces trois objections que je vais rapidement passer en revue pour les écarter, c'est-à-dire en procéder à leur critique. La première objection, c'est que la production capitaliste peut faire preuve de sobriété matérielle et d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la consommation productive de ces dernières, matière et énergie, dans le procès de travail, n'est pas nécessairement proportionnelle à la formation de la valeur dans le procès de valorisation. Deuxième argument, c'est celui de la possibilité de développer une économie circulaire, c'est-à-dire la possibilité de transformer les déchets en nouvelles ressources et en économisant ainsi autant de ressources naturelles et matière ou énergie. Enfin, le troisième argument est celui qui se développe sous la thématique de l'économie immatérielle, c'est-à-dire la possibilité de former de la valeur, donc de la plus-value, à travers des procès de production purement immatériels. Et on se réfère, dans ce cas-là, en particulier au développement des fameuses NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'économie de la connaissance, etc., pour ne pas même évoquer tous les développements sur la croissance du capital humain. Bon. Je vais reprendre maintenant l'examen critique de ces trois objections, mais dans l'ordre inverse où je viens de les énumérer, en commençant donc par l'économie immatérielle. Alors, cette histoire d'économie immatérielle comporte en fait une double illusion. Première illusion, c'est que, évidemment, quoi qu'il en soit du développement de cette économie immatérielle, elle ne peut être limitée dans son extension. La plupart des travaux immatériels, c'est-à-dire des travaux qui supposent une transformation de la matière, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent pas se transformer en travaux immatériels. Il est difficile de dématérialiser l'extraction d'une tonne de minerai ou d'un baril de pétrole ou encore simplement d'une intervention chirurgicale. Tout en plus, peut-on envisager de substituer les uns aux autres, comme on le fait par exemple actuellement, puisque je communique avec vous de manière électronique, ce qui a évité de me déplacer, en évitant évidemment aussi de se rencontrer le cas physiquement. Plus fondamentalement, il y a quelque chose de trompeur dans l'expression même d'économie immatérielle, car tous les travaux soi-disant immatériels supposent en fait la mise en œuvre de moyens matériels considérables dont l'empreinte écologique est rien moins que négligeable et que se trouve masquée par cette expression. Alors cela est déjà vrai des travaux immatériels les plus traditionnels. Enseigner, par exemple, travail immatériel, suppose des établissements d'enseignement et de recherche, des manuels, des bibliothèques, sans compter les enseignants eux-mêmes, les élèves et leurs étudiants, les bâtiments qui les logent, etc. Soigner, autre travail immatériel, soigner les personnes suppose une infrastructure de cabinets de ville, d'hôpitaux, de cliniques qu'il faut éclairer et chauffer, de transport en ambulance, sans compter toute l'industrie pharmaceutique en amont.
Et c'est encore plus vrai s'agissant des travaux immatériels qui ont recours aux fameuses NTIC, qui sont au cœur de la soi-disant économie immatérielle. Alors, pour s'en convaincre, je resterai rapidement quelques éléments du bilan de l'impact écologique des appareils électroniques constituant le support de ces NTIC. Au niveau de leur production, tout d'abord. Cette production consomme de nombreuses matières premières, pour certaines fort précieuses, parce que disponibles en faible quantité ou déjà raréfiées. Elle est de plus, cette production, fort gourmande en énergie, en eau dionisée, ainsi qu'en de multiples intrants chimiques. J'emprunte à une publication Eco-Info la citation suivante. La production d'une simple puce électronique pour une barrette mémoire de 32 bits pesant 2 grammes nécessite 1600 grammes d'énergie fossile secondaire, 72 grammes de produits chimiques, 32 000 grammes d'eau, 700 grammes de gaz élémentaire, principalement de l'azote. Par ailleurs, il faut 160 fois plus d'énergie pour produire du silicium de qualité électronique que dans sa forme basique. Voici pour la fabrication de ces appareils. Leur utilisation ne consomme pas moins de grandes quantités d'électricité, qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, dont la production participe de l'émission de gaz à effet de serre, pour autant qu'elle recouvre à des combustibles fossiles. En 2015-2016, en France par exemple, la consommation électrique de l'ensemble des appareils numériques s'est élevée à 56,5 TWh, sur une consommation totale de 476 TWh, soit 12% de l'ensemble. Dès 2012, si le cloud avait été un État, il se serait classé en 5e rang mondial en termes de consommation d'électricité, notamment pour rafraîchir les data centers, opération qui engendre en aval la pollution thermique des cours d'eau, perturbatrice des écosystèmes, et ses besoins ont été multipliés par 3 entre-temps. Un centre de données d'un peu plus de 450 mètres carrés d'une puissance de 1000 kW peut être responsable de la consommation de plus de 64 millions de litres d'eau par an, rien que pour sa consommation électrique. Et le refroidissement de cet ensemble ajoute encore 34 millions de litres d'eau à ce total, pour le porter donc à 98 millions. En fin de vie, enfin, les appareils numériques sont d'autant plus difficiles à recycler qu'ils sont complexes, composés de matériaux multiples, qu'ils ont été miniaturisés et qui n'ont surtout pas été conçus à cette fin. Le résultat, c'est que seuls entre 10 et 40% des déchets électroniques sont correctement traités. Par exemple, le taux de recyclage est lentami, des fameuses terres rares, mais aussi de métaux rares comme l'indium, le gallium, le germanium, le lithium, le silicium et le tantal. Leur taux de recyclage est donc inférieur à 1%. Les autres déchets non recyclés aboutissent soit dans des décharges informelles à cellulaire, notamment dans les pays de la périphérie, ou alors dans des incinérateurs qui dégagent toutes des émanations toxiques. Voilà donc pour ce qui en est de la fameuse économie immatérielle. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'économie circulaire. Alors, je me fonderai sur une définition qui en est donnée par l'ADEME, l'ex-agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, devenue entre-temps agence de la transition énergétique, qui la définit, l'économie circulaire, comme combinant 7 principes ou pratiques: l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'économie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage par les réparations, réemploi, réutilisation, etc. Et enfin, le recyclage des déchets. Alors, je ne peux pas reprendre ces 7 piliers de l'économie circulaire, je m'attarderai juste sur le dernier, qui est en même temps le plus emblématique, le recyclage. Alors, je définirai strictement, le recyclage, c'est la récupération des matériaux constituant les objets en fin de vie, matériaux susceptibles d'entrer dans un nouveau procès de production. Alors, on exclut évidemment les opérations de valorisation énergétique de ces déchets dans leur combustion ou leur réemploi dans des opérations de remblaiement ou d'enfouissement. 3 remarques critiques à propos du recyclage. En premier, il faut bien avoir conscience que, contrairement à ce que laisse entendre un sigle que l'on entend et que l'on nie, surtout de plus en plus apposé sur des produits 100% recyclables, ce slogan est en fait stupide pour 3 raisons. Aucun appareil n'est 100% recyclable. Pour 3 raisons. Donc. Première raison, c'est qu'une partie des matériaux se compose tout objet se disperse inévitablement au cours de l'usage de ce même objet. Et ce, bien avant qu'il soit déclaré hors d'usage. Il suffit par exemple de penser des objets d'usage courant,
comme la lame d'un couteau, n'est-ce pas, ou que le tissu de nos vêtements, ou encore les plaquettes de nos freins automobiles. Deuxième argument, c'est que certains matériaux ne se recyclent que très difficilement du fait qu'ils se trouvent mêlés à d'autres arguments. Des exemples abondent, des alliages métalliques, ou tous les matériaux auxquels on a ajouté des additifs, dissolvant des comparants, ce qui rend par exemple la plupart des plastiques non recyclables. Les emballages sont souvent très difficiles à recycler parce qu'ils sont en couches multiples, mêlant différents matériaux, du bois, des métaux, des plastiques. Les matériaux sont en plus souvent dispersés en quantité infime dans d'autres matériaux, par exemple les pigments des peintures. Enfin, troisième argument pour montrer qu'il n'y a pas de recyclage à 100%, c'est que les opérations de recyclage engendrent elles-mêmes en fait des pertes, des rejets, des déchets, comme d'ailleurs toute opération productive. Deuxième argument, ce qu'on peut faire valoir contre le recyclage, c'est que le recyclage n'est pas dépourvu d'effets pervers. Plus précisément même, le recyclage peut opérer comme une incitation à poursuivre en fait dans la voie du productivisme et du consumérisme. D'une part, dès que le déchet est érigé en ressource, c'est-à-dire dès qu'il devient valorisable au sens capitaliste du terme et qu'il est transformé du coup en matière première de nouvelles branches du capital industriel ou commercial, ces derniers requièrent inévitablement, au fur et à mesure de leur propre concentration et centralisation, la production d'une masse croissante de déchets. Et cette masse croissante de déchets requiert elle-même en amont, évidemment, une quantité croissante de produits recyclables finissant sous forme de déchets. Tandis que d'autre part, les mêmes effets pervers se produisent ou peuvent se produire du côté des consommations improductives. En triant ces déchets, en alimentant par conséquent en toute bonne conscience le commerce capitaliste de ces derniers, le consommateur lambda peut se persuader en toute bonne inconscience de continuer à consommer autant et aussi mal en contribuant à sauver la planète. Enfin, troisième élément qui permet de douter des vertus du recyclage, c'est que les effets du recyclage peuvent être purement et simplement annulés, en tout cas très fortement réduits par la poursuite de l'accumulation. J'en emprunterai un exemple à François Gross, cité par Christian Arnsberger et Dominique Bourg. Il prend l'exemple de l'acier. Donc, je cite: l'acier est le matériau majeur le plus recyclé au monde. Pourtant, au rythme actuel du développement de sa production-consommation, de 3,5% par an au cours du XXe siècle, le taux de recyclage actuel au niveau mondial, de l'ordre de 62%, ne fait que gagner à l'humanité environ 12 années contre la raréfaction de la ressource en fer. C'est-à-dire que la consommation de minerais cumulée au cours du temps sera en 2012, c'est l'année où le texte a été écrit, celle qu'on aurait connue en 2000 sans aucun recyclage. En 2062, celle de 2050, si l'on cessait désormais entièrement de recycler. Amener à l'échelle mondiale le taux de recyclage à environ 90%, ce qui pour l'instant est tout à fait hors de propos, je dirais, ne ferait que gagner à l'humanité que 8 années supplémentaires, soit 20 ans de décalage, en l'absence de ralentissement de la production et de la consommation d'acier. Et Grosse conclut en disant que ce n'est qu'en dessous de 1% de croissance annuelle de la consommation mondiale de matières premières que l'effet positif du recyclage sur la ressource devient important. Autrement dit, 1%, c'est quasiment dans l'état de non-croissance. Venons enfin à la question de la sobriété matérielle et de l'efficacité énergétique. Examinons en effet ce qu'il en est de ces gains en matière de sobriété matérielle, tout comme d'efficacité énergique au sein du process de production capitaliste. Alors, de tels gains sont avérés, et ne sont d'ailleurs pas une nouveauté, ils sont aussi vieux que la production capitaliste elle-même, puisque l'objectif est de réaliser ni plus ni moins que des économies de capital constant. Mais là encore, leurs limites sont évidentes et elles sont de deux sortes. Les unes sont absolues et sont indépassables, parce que d'ordre physique. On peut tout d'abord, évidemment, ici se référer au principe de la thermodynamique. Le principe nous dit que toute opération de conversion d'énergie permet la conservation de la quantité d'énergie, mais produit par contre inévitablement une dégradation de la qualité de cette énergie sous la forme d'une dispersion ou dissipation thermique d'une partie d'entre elles qui devient de ce fait-là inutilisable pour toute autre opération de travail qui suppose la concentration préalable de l'énergie en question. Et le même raisonnement peut se transposer, mutatis mutandis, en ce qui concerne les transformations matérielles.
Mais il existe aussi, indépendamment de cette limite, je dirais, absolue, hein, que fixe le principe d'entropie, multiples limites particulières auxquelles se heurtent inévitablement les opérations d'économie en matière d'économie de matière et d'énergie. Je prends un exemple, le passage des ampoules à incandescence aux ampoules fluorocompactes ou OLED. Ce passage a permis de multiplier par 10 l'efficacité énergétique, en passant par exemple de 15 à 150 lumens par watt consommé, sauf qu'il existe une limite de 200 lumens par watt, au-delà de laquelle il n'est plus possible de produire de la lumière blanche. Donc, même si on atteignait cette limite, ce qui n'est encore pas le cas, on serait là, je dirais, limite absolue de ce qu'on pourrait réaliser. Voici donc pour ces limites absolues du premier type. Mais il existe aussi des limites qui sont relatives et qui sont relatives précisément à la forme capitaliste de production sociale. Il s'agit des inévitables effets rebonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet rebond? L'effet rebond se produit chaque fois que la diminution relative de la consommation productive d'une matière ou d'énergie, par exemple par heure de travail ou par unité de PIB ou par habitant, s'est traduit pourtant finalement par une augmentation absolue de cette consommation. On réalise bien une diminution relative, mais c'est au prix d'une augmentation absolue. Alors pourquoi ces effets rebonds sont-ils inévitables en économie capitaliste? Mais tout simplement parce qu'en diminuant le coût de production, les gains réalisés en matière de sobriété matérielle et d'efficacité énergétique ont pour principal effet d'accroître la demande des produits et des services ainsi générés et partant la consommation productive des ressources naturelles qu'elles supposent, en réduisant par conséquent les bénéfices de ces gains jusqu'à pouvoir les annuler et même finalement jusqu'à augmenter la consommation globale de ces ressources. Alors les exemples sont multiples de pareils effets rebonds. Je n'en donnerai que deux. Entre 1975 et 1996, donc pour montrer que les gains d'efficacité sont des choses déjà anciennes, et on pourrait évidemment remonter encore davantage dans l'histoire, l'efficacité énergique mesurée par le rapport du PIB à la quantité de dioxyde de carbone émise pour le produire, cette efficacité énergique a augmenté de 30% aux Pays-Bas, de 34% aux États-Unis, de 50% en Autriche, de 64% au Japon. Donc des gains qui varient en gros de petits tiers jusqu'à presque 2 tiers. Ce qui n'a pas empêché la quantité totale de leurs émissions, des émissions de CO2 de ces pays, d'augmenter respectivement de 24%, de 29%, de 11% et de 26%, les émissions par tête s'accroissant pour leur part respectivement de 9, 6, 5 et 12%. Donc on voit bien en quoi le gain relatif peut s'accompagner, je dirais, d'une perte absolue. Deuxième exemple, aux États-Unis, entre 1975 et 2010, la consommation moyenne par mile des avions a été réduite de 40%. Et la consommation totale des carburants de l'aviation civile a pourtant augmenté de 150%. Et la même tendance note en France, entre 2000 et 2019, alors que les émissions de gaz carbonique par passager équivalent kilomètre transporté ont été réduites de près d'un quart, la consommation, enfin l'émission totale, lui, a augmenté d'un sixième. Concluons, il est parfaitement illusoire de penser que dans un cadre capitaliste, il est possible de promouvoir une tendance structurelle à l'économie globale dans l'usage des ressources matérielles ou énergétiques et qu'une pareille tendance puisse être développée uniquement par des innovations techniques continues. De pareilles innovations techniques sont monnaie courante dans le procès de production capitaliste. Et quelle qu'ait pu être l'importance des gains obtenus par leur biais en matière de sobriété matérielle et d'efficacité énergique par unité de produit, d'unité de valeur, ils n'ont jamais mis fin à la course à l'accumulation de capital et partant au gaspillage des ressources naturelles à grande échelle. Bien au contraire, ces gains ont bien souvent servi de moyens et souvent même d'alibi à la poursuite de l'accumulation. Merci pour votre attention. Merci Alain. Donc, est-ce qu'éventuellement ici, il y a des questions à poser à Alain? Je t'entends très mal. Je vais monter le son, attends. Hop. Là, c'est bon pour toi? Un peu plus, s'il te plaît, encore. C'est au maximum. Alors. Ah, alors c'est moi qui dois augmenter le son, peut-être. Essaye, voilà, regarde. Vas-y voir.
Écoute, est-ce que c'est bon Très pour bien, toi? très bien, oui, oui, c'est moi qui avais besoin de l'augmenter. D'accord. Ok, super. Bien. Est-ce que s'il y a des personnes là qui sont connectées, qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas, vous levez la main, je vous ouvre le micro et puis vous pouvez intervenir. Hein. Donc, pour résumer, Alain, si j'ai bien compris hein, tout ce que tu nous as dit, d'abord, c'est que pour l'instant, dans le système capitaliste, pas de salut à la crise climatique et aux problèmes écologiques que l'on rencontre. Absolument. Mais j'ai voulu, disons, prendre au pied de la lettre les objections faites à l'argument classique de la nécessité de poursuivre l'accumulation, donc la reproduction élargie du capital, en prenant au sérieux, disons, les objections qu'on peut rencontrer dans la littérature. Mais on rend compte que ces objections sont en fait de faible valeur. Et donc, quelle piste, je dirais, tu nous proposes? Évidemment, j'ai bien compris que tu t'inscrivais plus ou moins dans le chemin de la décroissance, mais comment toi comment tu l'envisages? Je pense que ce chemin ne pourra être emprunté qu'une fois, je dirais, un bouleversement des rapports capitalistes de production effectué, c'est-à-dire un bouleversement, plus précisément, une révolution dans la maîtrise et par conséquent la direction, la maîtrise des moyens de production et la direction qui sera donnée à l'usage de ces moyens, effectivement dans le sens d'une décroissance qui, de toute façon, s'implique d'elle-même dès lors qu'on cesse de produire à des fins capitalistes, c'est-à-dire à des fins qui sont très largement des fins de satisfaction de besoins artificiels, de besoins inutiles ou de besoins nuisibles même. Donc, si on se contente de s'en tenir au principe communiste de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, on peut très largement satisfaire l'ensemble des besoins collectifs et individuels des sociétés dans lesquelles nous sommes sur la base de rapports de production différents, bien évidemment, avec une bien moindre empreinte écologique. Parce que là je vais être un peu provocateur, mais à écouter Macron, son gouvernement, qui nous parle tous les jours à la fois d'austérité, de sobriété même, je veux dire qu'on a le sentiment, on pourrait avoir le sentiment naïf qu'ils sont en train effectivement de travailler à nous aider, à nous orienter dans cette direction. Comment tu réagis par rapport à ça? Non, mais la sobriété dont tu parles c'est une pure rigolade. Enfin, je dirais, c'est effectivement habillé d'un langage pseudo-écologique ou pseudo-décroissant les agressions dont le pouvoir d'achat des classes populaires fait actuellement l'objet et actuellement victime, du fait de toute une série de raisons dont font partie la catastrophe écologique qui est en arrière-plan, dont fait partie les limites de plus en plus évidentes de la production capitaliste en termes de gains de productivité, dont fait partie des organisations des chaînes internationales de production et de valeur liées au Covid, dont font partie aussi les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, alors que se poursuit parfaitement l'accumulation du capital. Je dirais, parler de sobriété alors qu'on assiste simultanément à quelque chose d'aussi monstrueux que l'organisation du Coupe mondiale de football dans un pays du Moyen-Orient, enfin, c'est littéralement se foutre de la gueule du monde, hein, pour parler poliment. C'est évident qu'il n'en est je dirais, il n'est absolument pas question. Je veux dire, ces gens-là ne peuvent que mentir sur ce que est le sens profond des mesures qu'ils prennent, parce qu'ils sont totalement prisonniers justement d'une logique dans laquelle ils opèrent. Il suffit de voir leur mine déconfite
et mine déconfite de tous leurs conseillers, de tous leurs turiféraires, de tous leurs turiféraires journalistes, économistes et autres, lorsqu'on nous annonce qu'on va vers un taux négatif de croissance, comme si c'était la fin du monde, la catastrophe, qu'on n'allait pas s'en remettre, n'est-ce pas? Mais qu'on nous promet que c'est qu'un petit passage, une espèce de trou d'air, et qu'on va vite renouer avec la croissance à 2%, à 3%, mieux encore à 5% dans les années à venir. Donc on voit bien combien ils sont attachés à la nécessité de la croissance, parce que pour eux, en effet, en dehors de la croissance, point de salut. Pour le capital, en dehors de l'accumulation, point de salut. En dehors de la reproduction d'énergie, point de salut. Et comment tu articules, si tu veux, la réponse? Parce que dans le problème du débat sur croissance-décroissance, on a un petit souci, parce qu'on a des couches de la population qui n'ont pas une satisfaction réelle de leurs besoins, et on en a d'autres qui, évidemment, sont dans une démarche, je dirais, qui n'entre pas dans ces grilles de lecture. Comment on aborde le problème? Parfaitement. En effet, c'est bien, je te dirais, c'est bien, mais on le sait là aussi depuis Marx aussi, c'est bien l'une des contradictions majeures de la production capitaliste, à la fois de gaspiller des forces productives dans la satisfaction de besoins inutiles, voire nuisibles, et en même temps de ne pas satisfaire des besoins tout à fait indispensables, à commencer évidemment par le premier d'entre ces besoins, c'est-à-dire de nourrir correctement l'ensemble de la population mondiale, de la vêtir correctement, de la loger correctement, de la soigner et de l'enseigner correctement, etc., etc. Voilà les besoins sociaux auxquels il faudrait destiner l'usage des forces productives, mais c'est précisément ce que ne fait pas l'usage capitaliste de ces forces-là. Donc, parler de décroissance, ça signifie très exactement prendre la mesure de l'usage des forces productives de manière à satisfaire les besoins sociaux réels, en mettant en évidence que l'usage de ces forces productives à cette fin est un usage qui est en même temps totalement compatible avec le maintien d'une empreinte écologique véritablement soutenable, ce dont le capital est incapable. Gérald, pardon, vas-y, interviens. Oui, alors merci pour ton intervention claire. On comprend. Tu m'entends? Viens plus près. Oui, j'ai du mal. Voilà, donc merci pour ton intervention très, très claire, très nette. Donc, on comprend, bien sûr, à partir de ton propos, que toute possibilité de sortie de la catastrophe écologique est communiste. Voilà, c'est une sortie du capitalisme, nécessairement. Mais du coup, comment penser, peut-être quand même à nouveau frais, à certains égards, le communisme ou la possibilité du communisme dans son rapport à la nature? Alors, c'est toute la problématique de l'écosocialisme, d'accord, puisque c'est la question de la transition. Bon. Alors, d'abord, on ne parle pas de rien, c'est-à-dire il y a toute une série d'auteurs qui sont déjà pensés sur la question. C'est pas non plus une thématique qui est vierge d'exploration, d'usage, etc. Ça implique, à mon avis, tout simplement d'intégrer à la problématique du socialisme, donc socialisme conçu précisément comme étant
la phase inférieure du communisme, hein, donc la phase de transition vers la société communiste, d'intégrer à la problématique du socialisme une dimension écologique, c'est-à-dire de reprendre en définitive l'idée qu'il s'agit de socialiser la production, donc socialiser la propriété, la subordonner aux besoins sociaux fondamentaux et d'accorder à cette fin, évidemment, un pouvoir fondamental au collectif de travailleurs, une dimension écologique. Alors, ça peut signifier, par exemple, s'agissant de cette dernière dimension, de considérer que l'autogestion des unités de production doit être une autogestion qui doit être le fait non seulement des producteurs, mais bien évidemment aussi des populations environnantes, les unités de production, parce qu'elles ont bien évidemment aussi leur mot à dire sur la manière dont sont mis en œuvre les moyens de production, dès lors que peuvent se produire des déchets et des rejets du procès de production qui la nuisent directement. Donc, par exemple, l'usage qui est fait des biens communs que constitue l'air, que constitue l'eau, que constitue la lumière dans les aventures immédiates des unités de production. Hein, de cette manière. Idem, s'agissant de l'élaboration du plan, la planification, puisque c'est une autre dimension de la transition socialiste, cette planification doit bien évidemment être une planification qui place parmi ses premiers objectifs, ses objectifs fondamentaux, l'idée de laisser une empreinte réduite et une empreinte aussi neutre que possible sur les milieux naturels. Donc, ça signifie aussi, par exemple, qu'on va associer plus largement à l'élaboration du plan l'ensemble des populations et qu'on tiendra compte de leurs désirs et besoins en relation aux écosystèmes dont ils font partie prenante, qui peuvent avoir des valeurs singulières d'ordre esthétique, émotionnel, d'héritage pour eux, etc. On voit que dès lors il suffit de reprendre en quelque sorte les caractéristiques, les dimensions permanentes de la problématique socialiste, en y intégrant cet élément-là. Bon. Et puis, s'agissant du communisme lui-même, là non plus, on parle de rien. Enfin, Henri Lefebvre avait longuement insisté dans l'ensemble de son œuvre. C'est une formule qui revient souvent. Il rappelle qu'il y a chez Marx en fait deux versions du communisme. Hein. Une version qu'il appelle éthique, qui suppose la réconciliation des hommes entre eux, donc la fin de tous les faits d'oppression, de domination, d'exploitation, etc. Et une version qu'il appelle esthétique, qui implique la réconciliation entre l'homme et la nature aussi bien en nous, le corps humain, qu'en dehors de nous. Donc, il y a, je dirais, et au-delà de Marx, il y a dans la tradition du socialisme dit utopique, côté de Fourier en particulier, de nombreuses pages dont on peut s'inspirer, ainsi que toute une littérature écologique au meilleur sens du terme, chez les auteurs en dehors de la tradition marxiste qui nous éclaireront sur ce sujet. C'est bon pour toi? Ouais, merci. Gérald, si tu veux. Vas-y, Gérald. Tu as la parole. Il semblerait qu'il parle, mais qu'on n'en prenne pas. Tu as un problème de son? Bon. On ne t'entend pas, Gérald. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite? Gérald, tu as un problème de micro.
Enlève ton casque et ça, à mon avis, ça va aller mieux. Non? J'ai débranché le casque, mais est-ce que tu m'entends là? Ah oui, mais là maintenant, on t'entend. Bon, alors moi, c'est moi qui t'entends plus, mais c'est pas grave. Euh, ok. Est-ce que tu peux parler, Dominique, juste un mot que je vois si je t'entends? Oui, vas-y. Oui, Non, je est-ce que tu t'entends pas. m'entends? Bon, écoute, c'est pas grave. Si tu m'entends, ça marche. Vas-y, on t'entend, nous. D'accord. Je crois que à entendre cette discussion, il va falloir réfléchir bientôt à se débarrasser de l'idéologie de la croissance. Ça, c'est pas mal fait chez les gens de gauche, mais de la même façon de se débarrasser de l'idéologie de la décroissance. Pourquoi? Parce que ni l'une ni l'autre ne permettent de penser le réel dans sa totalité. Tu l'as dit tout à l'heure, Dominique, la décroissance, certes, mais qu'en est-il de la réponse aux besoins des classes populaires, pour laquelle il faut une logique de croissance? Et à l'inverse, on peut parler, promouvoir la logique de croissance, certes, mais est-ce qu'on va faire une logique de croissance pour accroître la production et la vente d'armement dans le monde? Certainement pas, il faut décroître. Donc je pense que ni l'une ni l'autre de ces logiques ne permettent de penser le réel aujourd'hui. Et on est dans une impasse. Alors bien sûr, on ne va pas être des partisans de la croissance, je ne pense pas en tout cas, nous, gens de gauche, mais on ne va pas davantage résoudre les problèmes en étant partisans d'une idéologie de la décroissance. Et pour une autre raison, c'est que les deux sont porteuses d'une espèce d'impératif moral, il faudrait croître ou il faudrait décroître. Or, je crois que par les deux exemples que je viens de donner, eh ben non, il y a des cas où il faut croître et d'autres où il faut décroître. Donc, il faut se débarrasser de ces deux expressions qui, pour moi, relèvent de la même idéologie en miroir. Les deux sont en miroir l'une de l'autre, ces deux idéologies, et inventer d'autres choses. Alors, c'est pour ça que je t'avais proposé, Dominique, mais tu m'as dit que le programme était bouclé, je te comprends bien. Je me suis réveillé un petit peu tard, mais j'ai commencé à travailler sur quelque chose qui serait. Je suis allé voir dans la vieille boîte à outils marxiste, ou marxienne peut-être, hein, et il y a un truc qu'on trouve assez facilement, c'est la valeur d'usage dans la caisse à outils. Et à partir de là, je pense qu'on peut retravailler une façon d'envisager les problèmes qui se posent à nous. Alors, valeur d'usage, quand on regarde un petit peu chez Marx, très souvent, on se rend compte qu'il s'agit d'une valeur d'usage pour soi-même, c'est-à-dire d'une valeur d'usage de nature individuelle. Donc, ça m'amène à penser qu'il faut travailler sur une notion de valeur d'usage sociale. Et valeur d'usage sociale, pour être tout à fait complet, donc qualifier cette valeur d'usage sociale des produits, et je ne dis pas de marchandises parce que tout produit n'est pas nécessairement d'emblée une marchandise, valeur d'usage social des produits, mais l'activité humaine ne produit pas que des produits, elle produit aussi des services. Et donc le concept complet serait quelque chose comme valeur d'usage social des produits et des services. Et à partir de là, pour rejoindre ce que disait Alain Bière tout à l'heure sur la nécessité que les collectifs de travail, ou de travailleurs ou de consommateurs s'emparent de la réflexion sur la nature des productions, eh bien, on a en main un outil qui permet d'évaluer, en se posant la question pour tout type de production, tout type de service, quelle va être la valeur d'usage social de ce produit que mon usine, mon entreprise veut produire. Et on a là un outil d'évaluation qui est en position à la fois de neutralité en tant que concept, mais en même temps je dirais, d'une grande exigence morale, parce que selon le besoin que cherche à satisfaire cette réflexion collective, eh bien, on va engager je dirais, des valeurs qui ne seront pas les mêmes, évidemment, selon que les capitalistes se poseraient cette question, quelle est la valeur d'usage d'un investissement capitaliste, ou que les travailleurs vont se poser la question, quelle est la valeur d'usage de tel produit, une machine à laver, ou un vélo bien fait, etc. Donc je crois qu'il faut commencer à réfléchir à pouvoir se passer des deux expressions, croissance et décroissance. Car à mon avis aujourd'hui, ce sont deux idéologies qui se font face, mais qui sont aussi incapables l'une que l'autre de penser le réel. Et il faut mettre en place de nouveaux outils pour les remplacer. Donc pour moi, la destination de croissance et décroissance, c'est le bac à compost. Merci Gérald. Tu veux réagir, Alain? Oui, tout à fait d'accord. Moi, je n'ai pas utilisé le terme de décroissance. Je ne me définirais pas comme un décroissant.
je dirais, à la question que m'a posée Dominique tout à l'heure, j'ai répondu, mettre en avant la nécessité qu'il y a de s'interroger dès lors on est en situation de maîtriser les moyens de production. Donc, on a mis fin à la propriété privée des moyens de production, que cette propriété devient une propriété sociale. La nécessité qu'il y a à s'interroger sur la destination de l'usage de ces moyens de production, en effet, de manière à satisfaire des besoins sociaux. Donc là, on est totalement dans l'ordre de la valeur d'usage social. Simplement, à s'interroger sur la destination de l'usage de ces moyens sociaux de production, à la fin de satisfaire des besoins sociaux, sous la contrainte, je dirais, de la compatibilité de ces usages avec les exigences, des limites, de la finitude de la planète, qui est, enfin, plus exactement du système Soleil-Terre, qui est le nôtre. C'est tout. Donc, moi, je termine. Alors, c'est évident qu'il y a des choses qu'il va falloir faire croître, c'est clair. Par exemple, il y a un besoin urgent de production de logements sociaux de qualité en exemple de la France, pour rester. Alors qu'il y a un besoin non moins urgent de production de moyens de transport collectif, tout ça dans le but de réduire d'autres consommations telles que celle de la voiture individuelle, etc., etc., alors qu'on n'a absolument pas besoin de continuer à bétonner les littoraux pour y construire des résidences estivales à clientèle qui peut s'y offrir, etc., etc. Donc, c'est clair que il y a des choses à faire décroître, et même pas des choses à faire décroître, des choses à faire disparaître purement et simplement, c'est-à-dire qui n'ont absolument aucune raison d'être, alors qu'il y a des choses dont on n'a même pas idée qu'il va falloir produire en masse, hein, qu'on produira d'ailleurs de différentes manières, c'est-à-dire que ce sera soit une production prise en charge socialement, soit d'ailleurs une production. Je pense que dans une société communiste, il y aura une bonne partie de la production qui redeviendra une production domestique, sur la base évidemment d'une libération du temps libre, le jardinage, le bricolage et tout ça. J'en suis un fervent partisan et ça sera un bel avenir, à mon avis, chacun selon ses besoins, selon ses capacités, applique aussi que chacun y aille en quelque sorte de son inventivité personnelle pour satisfaire ses besoins, ceux de ses voisins, sa communauté, etc. Oui, oui, absolument. Débarrassons-nous de ces deux notions qui sont en fait, effectivement des notions qui font écran à la véritable problématique qui est, encore une fois, quel usage réserverons-nous aux moyens de production dès lors qu'on aura institué la propriété sociale des dix moyens. C'est ça, la véritable question. C'est pas croître ou décroître, c'est ça la véritable question. Hein. Bon, et la question auquel une société engagée dans une transition socialiste sera directement confrontée. Et elle sera même plus précisément sur la forme, sur la base de l'appareil de production dont nous héritons, comment convertir cet appareil de manière à satisfaire les besoins sociaux prioritaires, etc. Je ne sais pas si tu m'entends, Alain, mais je suis… Dominique, oui, je t'entends parfaitement. Oui, je t'entends parfaitement. Oui. Je suis très, très content que nous soyons d'accord sur la nécessité de se passer de ces deux idéologies en relation spéculaire. Très, très content de ton approbation. Et donc, il y a à travailler sur de nouveaux outils. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Et donc, moi, j'en ai un proposé, mais comme Dominique m'a proposé peut-être dans l'année qui vient de faire une conférence là-dessus, j'essaierai de travailler un truc pour faire des propositions plus détaillées. À partir de la bonne vieille boîte outils marxienne. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. À te lire alors. D'accord. Très bien. Cédric a demandé la parole. Et Power 10. Cédric. Vas-y, Cédric. Ah, il a perdu le… Il y a son micro qui est coupé. Non, non, il a perdu la connexion. Ah oui, là.
D'accord. Il y a un petit problème Ah oui, mais c'est parce avec qu'il le nous a son quand même, quittés. En fait, il a dit que non, qu'il a trouvé très très bien ce qui vient d'être dit. Lauriane, tu souhaites intervenir pour nous dire comment tu as vécu cette contribution? Est-ce qu'ici, il y a d'autres personnes qui souhaitent apporter soit un petit mot? Nadine, Maryse, Christine? Bon, écoutez, apparemment, on a, semble-t-il, fait le tour, en tout cas, d'un certain nombre d'idées ce soir. Est-ce que, Alain, tu souhaites nous dire quelques mots, non pas pour clore le débat, mais enfin pour clore, en tout cas, cet échange de ce soir? Alors, cas, oui, je tiens juste à signaler que, bon, là, conscient que j'étais disons, de la brièveté de l'intervention qui était proposée et du fait de laisser, on a bien vu, place au débat, ce qui est tout à fait important, j'ai pris un point très précis d'un travail qui est beaucoup plus vaste et qui est un travail qui se propose d'ailleurs de se poursuivre dans le sens, disons, du dernier échange avec Gérald, c'est-à-dire dans le sens de la conceptualisation de tous les problèmes que poserait une transition éco-socialiste. Donc ces questions-là, je vais continuer à y travailler pendant des années encore parce que c'est un vaste chantier que j'ai mis en œuvre. très bien. Alain, si tu souhaites compléter ton intervention orale par un petit écrit, n'hésite pas. Je te l'enverrai. Okay. Le texte de mon intervention, en fait. Il suffit que j'y ajoute les références biblio auxquelles les citations. Très bien, Alain. Merci beaucoup. Merci encore de votre invitation. Et puis, bon, à la prochaine, comme on dit. À une prochaine, oui, très très vite. Allez, bonne soirée.